Chers téléspectateurs de la chaîne Drama Histoire Afrique, pour nous encourager, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour nous motiver. Bisous, à tout à l'heure. Bienvenue sur Drama Histoire Afrique. Elle a franchi ce portail comme une plaisanterie. Ils l'ont envoyée à l'échec. Une famille qui ne l'a jamais vue l'a livrée à un homme qui a tout vu. Il avait enterré une épouse. Élevé seul une fille. Fermé à double tour à l'intérieur de lui-même. Et la femme qui se tenait dans son jardin. Elle était loin de se douter qu'elle allait bouleverser leur vie à jamais. Mais quelqu'un dans cette maison le savait déjà. Et il comptait déjà le détruire. Restez où vous êtes. Parce qu'au moment où elle a dit que ma famille m'avait envoyé pour plaisanter, ce fut le moment où son monde s'est effondré. Bonjour à tous, bienvenue dans notre histoire. Avant de commencer, merci d'aimer, de partager et de vous abonner à cette vidéo. Dites-nous aussi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Est-ce aux États-Unis, à Londres, peut-être au Canada, en Jamaïque, en Afrique du Sud ou ailleurs? On veut savoir. Et dites-nous ce que vous avez appris à la fin de cette vidéo. Elle était assise dans un coin de la pièce quand sa belle-mère l'a dit. Sans ménagement. À voix haute. En riant. Comme si c'était la chose la plus drôle qu'on ait jamais dite. Envoyez Juliana. Un silence de mort s'installa dans la pièce pendant une seconde. Puis tout le monde éclata de rire. Ses deux demi-sœurs riaient tellement que l'une d'elles dut s'appuyer contre le mur. Sa belle-mère essuyait ses larmes. Même la gouvernante, censée être invisible, baissa les yeux et sourit. Juliana a tout entendu. Elle était juste là. À 5 pas de là, faisant semblant de plier le même linge qu'elle pliait depuis 10 minutes, car personne ne l'avait remarqué dans la pièce. C'était ça qui était particulier avec Juliana. Personne ne remarquait jamais sa présence. Elle avait 26 ans. Elle était diplômée de l'université. Elle n'avait pas encore trouvé d'emploi. Elle savait cuisiner, faire le ménage, gérer le budget familial et réparer une canalisation. Tout cela n'avait aucune importance. Car lorsque les gens regardaient Juliana, ils ne voyaient rien de tout cela. Ils voyaient une fille sans maquillage. Pas de page Instagram. Pas de courbe à faire tourner les têtes. Ils voyaient juste une fille en chaussures plates, les cheveux attachés, incapable de rire aux éclats dans une salle comble. Ils virent une jeune fille qui ressemblait trait pour trait à sa mère. Et sa mère avait été la première épouse. Celle qu'on avait oubliée. Celle qui s'est éteinte paisiblement sur un lit d'hôpital il y a 7 ans, tandis que son mari refaisait déjà sa vie ailleurs. Juliana était la fille de cette femme. Et dans cette maison, cela signifiait qu'elle était déjà perdante d'avance. Voici ce qui s'était passé. 3 jours auparavant, un message était arrivé. Pas une lettre. Pas un coup de fil. Une visite en personne. Un homme en costume sombre et chaussures de marque avait frappé à la porte d'entrée et remis une simple enveloppe à la belle-mère de Juliana. Une femme nommée Gloria qui avait passé les 15 dernières années à s'assurer que tout le monde dans cette ville connaissait son nom. Gloria ouvrit l'enveloppe comme si elle contenait un chèque. À l'intérieur se trouvait une lettre de présentation. Formelle. Polie. Presque désuet dans sa façon d'être écrit. Le message provenait d'un homme nommé Emmanuel Cole. Si vous aviez vécu dans cette ville, vous connaissiez forcément ce nom. Emmanuel Cole avait bâti son entreprise à partir d'une simple pièce, avec un ordinateur portable emprunté et un projet que tout son entourage jugeait voué à l'échec. C'était il y a 16 ans. Aujourd'hui, la société d'Emmanuel Cole possédait des bureaux dans 14 pays. Son nom figurait dans les magazines économiques. Son visage apparaissait dans les articles de presse. Sa propriété privée se dressait aux portes de la ville, tel un géant silencieux. Des portes qui touchaient le ciel, des jardins à perte de vue, et un silence absolu entre ces murs que l'argent avait patiemment construits et entretenus. Il avait 43 ans. Il avait été marié une fois. Sa femme était décédée il y a 2 ans. D'un cancer. Rapide, cruel et injuste comme seule la mort peut l'être. Il avait une fille. Elle s'appelait Nancy. Elle avait 18 ans. Et d'après des connaissances qui connaissaient quelqu'un qui habitait cette maison, Nancy n'avait plus souri véritablement depuis le décès de sa mère. Emmanuel Cole ne cherchait pas seulement l'amour. Il l'a exprimé très clairement dans son message. Il cherchait une compagne, une partenaire au sens plus intime du terme. Quelqu'un de stable. Quelqu'un d'honnête. Quelqu'un qui pourrait être présent dans un foyer où règne trop le silence et pas assez de chaleur. Son avocat avait discrètement contacté plusieurs familles de la ville, des familles ayant des filles d'un certain âge.
Il n'achetait pas d'épouse, précisait soigneusement le message. Il souhaitait simplement être présenté en bonne et due forme. Gloria avait lu cette lettre 4 fois avant d'appeler ses filles au salon. Son aînée s'appelait Elisabeth. 28 belle au point de nécessiter 2 heures chaque matin et un éclairage annulaire pour la photographier. Elle avait 40 000 abonnés sur Instagram, une garde-robe pleine de vêtements qu'elle ne pouvait pas se permettre et une dette de carte de crédit que Gloria remboursait discrètement depuis 1 an. Elisabeth voulait épouser un homme riche. Elle le désirait depuis l'âge de 17 ans. Ce n'était un secret pour personne. C'était quasiment un plan de carrière. Sa deuxième fille s'appelait Diana. 25 ans. Plus extravertie qu'Elisabeth. Plus drôle. Le genre de fille qui entrait dans une pièce et l'imposait immédiatement. Diana avait abandonné 2 universités et lancé 3 entreprises qui n'avaient chacune duré moins d'1 an. Elle avait du charme, mais aucune patience, et une capacité d'attention digne de quelqu'un à qui l'on avait toujours dit qu'il suffisait d'être divertissante. Gloria réunit ses filles et leur expliqua le principe d'un appel manuel. Les yeux d'Elisabeth s'écarquillèrent, puis son regard devint immédiatement calculateur. Diana demanda « Est-il beau ?» Gloria répondit « Il vaut 300 millions de dollars, Diana. C'est la seule chose que tu aies besoin de savoir sur son visage. » Les préparatifs commencèrent immédiatement. Quelle fille irait? Que porterait-elle? Que dirait-elle? Comment présenterait-elle la famille? Gloria ne se contentait pas d'organiser une première rencontre. Elle mettait en scène un véritable spectacle. Alors Diana, juste pour faire rire, juste pour provoquer un rire, juste parce qu'elle n'avait jamais réfléchi aux conséquences de ses paroles, lâcha une phrase qui stupéfia l'assemblée. Elle dit « Et Juliana? Pourquoi n'envoyons-nous pas Juliana? Qu'elle serve enfin à quelque chose. Vous savez bien qu'elle sera refusée de toute façon. » Le rire déferla comme une vague. Et c'est à ce moment précis que Juliana, à 5 pas de là, tenant toujours le même linge, entendit toute sa vie réduite à une simple blague. Gloria cessa de rire la première, car son esprit était toujours en ébullition, même quand elle parlait à autre chose. Elle parcourut la pièce du regard. Elle fixa l'embrasure de la porte. Elle contempla ce vide particulier, cet espace que les gens négligeant. Et elle vit Juliana. Et quelque chose changea dans les yeux de Gloria. Pas de la bienveillance. Jamais de la bienveillance. Mais du calcul. Le genre de regard qu'a un joueur d'échecs lorsqu'il repère soudain un coup que personne d'autre n'a vu. En fait, dit Gloria lentement, et un silence se fit dans la pièce. Car lorsque Gloria utilisait ce ton, cela signifiait qu'elle allait dire quelque chose d'important. En fait, ce n'est pas une si mauvaise idée. Diana cligna des yeux. Maman. Je plaisantais. Je sais que tu plaisantais, dit Gloria. Mais moi non. Elle se dirigea vers la porte. Elle regarda Juliana droit dans les yeux pour la première fois depuis ce qui lui sembla des mois. Viens ici, dit-elle. Juliana posa le linge et s'avança. Son visage était calme, comme celui de ceux qui, dans cette maison, ont appris à ne pas réagir. Ce n'était pas la paix. C'était une armure. Gloria observait sa belle-fille comme on examine un objet avant de décider de le jeter ou de le réutiliser. Tu vas rencontrer Emmanuel Cole, dit-elle. Samedi prochain. Juliana ne dit rien. Ne parle pas, dit Gloria, même si Juliana n'avait rien dit. Écoute simplement. Tu vas y aller. Tu vas représenter cette famille. Tu vas rester assis là et lui montrer à quel point tu le déçois. Et ensuite, il va te renvoyer chez toi. Et quand il te renverra, je veux que tu lui dises qu'Elisabeth est disponible. Le regard d'Elisabeth s'est assombri. Maman. Crois-moi, dit Gloria sans quitter Juliana des yeux. Il la rencontrera. Il ne voudra rien avoir à faire avec elle. Et puis, lorsqu'il apprendra qu'il y a de meilleures options dans cette famille, il sera curieux. La curiosité est le début du désir. Elle sourit. Ce n'était pas un sourire chaleureux. Tu es là pas, Juliana. Tu comprends? Juliana regarda sa belle-mère. Elle regarda Elisabeth, qui l'observait avec une petite satisfaction mesquine. Elle regarda Diana, qui eut au moins la décence d'afficher un léger malaise. Et Juliana prononça 2 mots. Oui, maman. Cette nuit-là, seule dans sa petite chambre au fond de la maison, Juliana s'assit sur le bord de son lit et fixa le mur. Elle ne pleurait pas. Elle avait cessé de pleurer dans cette maison depuis longtemps. Taz avait besoin de témoins qui se souciaient d'elle. Il n'y avait aucun témoin. Elle réfléchissait.
Elle se disait que sa mère avait l'habitude de s'asseoir au bord du lit exactement comme ça. Fatiguée. Invisible. Attendant quelque chose d'indéfinissable. Sa mère avait attendu toute sa vie, et cette attente l'avait tuée. Juliana prit son téléphone. Elle regarda l'unique photo qu'elle possédait de sa mère. Sa mère riait sur la photo. Un rire sincère, profond, d'un sujet hors champ. Elle paraissait si vivante que la regarder était toujours douloureux. Juliana posa le téléphone face contre table. Elle prit une décision dans cette pièce. Une décision prise en silence. Le genre de chose que personne ne verrait, car personne ne voyait jamais rien de ce que faisait Juliana. Elle allait à cette réunion. Pas pour servir d'appât. Pas pour plaisanter. Pas pour faire du porno. Elle allait y aller en tant que telle. Quoi que cela signifie. Ce qui restait d'elle-même après des années passées dans cette maison. Elle allait entrer dans cette pièce et elle allait être honnête, car l'honnêteté était la seule chose que cette famille n'avait jamais pu lui enlever. Elle ignorait ce qui allait se passer ensuite. Elle avait 26 ans, elle avait peur, elle était épuisée, et elle ressentait autre chose encore. Quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle était prête. Le samedi arriva comme arrivent toujours les grands jours, ordinaire en apparence, mais chargé d'émotions en profondeur. Juliana portait une simple robe bleue. Pas de créateur. Pas extravagant. Juste propre, repassé et discret, à son image. Gloria regarda la robe et ouvrit la bouche. Juliana regarda sa belle-mère et dit « Je suis prête ». Quelque chose dans sa voix fit se taire Gloria. La voiture qu'ils avaient louée pour l'occasion s'arrêta devant le portail de la propriété d'Emmanuel Cole à 10 heures précises du matin. Juliana en sortit et leva les yeux vers le portail. Grande, noire, parfaitement immobile. Elle inspira. Elle expira. Les portes s'ouvrirent. Et dès que Juliana les franchit, le cours de sa vie commença à se transformer, sans qu'elle s'en rende encore compte. L'homme qui se tenait au bout de l'allée, les yeux fixés sur la porte, n'en avait pas conscience non plus. Jusqu'à présent, Emmanuel Cole n'était pas censé se trouver là. Son assistant avait tout organisé. Un membre du personnel devait accueillir l'invité à l'entrée, l'accompagner au salon, lui offrir le thé, puis venir discrètement informer Emmanuel de son arrivée. Tel était le protocole. C'est ainsi que s'étaient déroulées les 2 autres présentations qu'il avait acceptées ces derniers mois, lesquelles avaient duré moins de 40 minutes chacune avant qu'il ne les interrompe poliment et ne demande à son assistant d'envoyer le cadeau de remerciement. Il n'avait pas prévu d'être à la porte. Mais quelque chose l'avait tiré de son bureau ce matin-là. Il ne comprenait pas pourquoi. Il était assis à son bureau, en train de relire des contrats qu'il avait déjà lus 3 fois, quand soudain il ne put plus rester en place. Il se leva, sortit du bureau, traversa le long couloir, franchit la porte latérale et traversa le jardin. Le voilà maintenant planté au bout de l'allée de pierre, comme un homme qui avait oublié où il allait. Il vit le portail s'ouvrir. Il la vit passer. Elle n'était pas comme il l'avait imaginé. Il ne savait pas exactement à quoi il s'attendait, mais ce n'était certainement pas ça. Elle ne jouait pas la comédie. C'est la première chose qu'il a remarquée. Elle ne souriait pas comme on sourit quand on sait qu'on est observé. Elle ne se coiffait pas, ne lissait pas sa robe, ne faisait rien de ces petits gestes qu'on fait pour se présenter sous un certain jour. Elle restait là, immobile, contemplant le jardin comme si elle n'avait jamais rien vu d'aussi beau et essayant de tout absorber d'un seul coup. Pendant 4 secondes précises, elle ignora qu'il l'observait. Pendant ces 4 secondes, Emmanuel Cole vit sur son visage quelque chose qui le glaça. Il y vit du désir. Un désir réel, sans retenue, poignant, de celui qu'on ne peut feindre car on ignore même qu'il se lit sur son visage. Elle contemplait ces jardins comme quelqu'un qui a longtemps souffert de la faim contemple une table débordante de nourriture. Non pas avec avidité, mais avec chagrin. La vue de quelque chose de beau lui paraissait presque douloureuse, tant elle en avait été privée longtemps. Il n'avait pas vu un visage aussi sincère depuis très longtemps. Puis elle se retourna et le vit, et son expression disparut aussitôt. Ce regard, remplacé par cette expression prudente et neutre que l'on arbore lorsqu'on a appris à se protéger, s'est retrouvé face à Emmanuel, qui avait passé 20 ans dans des salles de réunion à analyser les gens comme d'autres lisent des bilans financiers. Il sentit alors une lourdeur lui peser sur la poitrine, comme une pierre jetée dans l'eau calme. Car il avait reconnu ce regard. Il le portait lui-même. Tous les jours. Il s'avança vers elle. Pas de personnel. Pas de présentation. Pas de distance.
Il traversa simplement le jardin, les mains dans les poches de son pantalon sombre, s'arrêta à 60 centimètres d'elle et dit « Vous devez être Juliana ». Elle répondit « Oui ». Tout simplement. Pas de titre. Pas de performance. Juste oui. Il lui tendit la main. Elle la serra. Sa poignée de main fut ferme et brève. Elle aussi. Et pour une raison qu'aucun d'eux ne pouvait expliquer, ce petit moment ordinaire leur parut comme la première chose authentique qui leur soit arrivée depuis très longtemps. « Je suis Emmanuel », dit-il. Pas Monsieur Cole. Pas Emmanuel Cole, fondateur d'eux. Juste Emmanuel. Comme une personne normale. Comme un homme qui comprendrait que la taille de votre nom sur un immeuble n'a rien à voir avec qui vous êtes dans un jardin à 10 heures du matin. Juliana le regarda. Elle s'attendait à de l'arrogance. Elle s'attendait à un homme capable de vous rabaisser sans dire un mot. Elle avait grandi auprès de ce genre d'homme. Son père avait été ce genre d'homme avant de partir et de se construire une vie plus tranquille ailleurs. Emmanuel Cole était différent. Il était grand. Il était immobile, comme certaines personnes, comme s'ils avaient appris à n'occuper que l'espace nécessaire. Son visage portait l'expression particulière de quelqu'un qui avait traversé une épreuve bouleversante et qui n'était pas encore tout à fait remis. Des rides autour de ses yeux n'étaient pas dues au rire. Il avait l'air d'un homme qui portait un fardeau dont il ne parlait pas. Juliana comprenait ce langage. Elle le parlait couramment. « Voulez-vous marcher » demanda-t-il. « Ou bien nous pouvons entrer. Comme vous préférez. » Elle regarda le jardin. Puis elle se tourna vers lui. « Marche » dit-elle. Il hocha la tête. Et ils se mirent en marche. Pendant les premières minutes, aucun des deux ne dit un mot. Pour la plupart des gens, cela aurait été insupportable. La plupart des gens s'empressent de combler le silence, car celui-ci pose des questions auxquelles ils ne sont pas prêts à répondre. Mais Juliana avait vécu dans une maison où elle était invisible, et Emmanuel dans une maison où le chagrin avait englouti tous les mots. Aussi, tous deux marchèrent-ils le long du chemin de pierre, entre les rosiers et les hautais, et le silence qui régnait entre eux n'avait rien de pesant. Ce fut presque un soulagement. C'est Emmanuel qui prit la parole le premier. Et ce qu'il dit ne correspondait pas aux attentes de Juliana. Il demanda « Jusqu'où êtes-vous prête à aller dans l'honnêteté ?» Elle se tourna vers lui. « À propos de quoi ?» demanda-t-elle. « À propos de la raison de votre présence ici. À propos de ce que veut votre famille. À propos de savoir si tout cela vient vraiment de vous. » Juliana s'arrêta de marcher. Emmanuel s'arrêta lui aussi. Il se tourna vers elle. Son expression n'était pas accusatrice. Il ne faisait pas froid. C'était l'expression d'un homme qu'on avait tellement manipulé avec soin, élégance et raffinement qu'il préférait de loin la vérité crue à un autre mensonge enrobé de beaux cadeaux. Elle le fixa longuement. Puis elle a dit « Tu veux de l'honnêteté ?»« J'en ai assez de tout le reste », a-t-il dit doucement. Juliana a pris une inspiration. « Ma famille m'a envoyé pour plaisanter », a-t-elle dit. Les mots tombèrent dans l'air entre eux comme des objets fragiles s'écrasant au sol. « Il ne croit pas que je vaille quoi que ce soit », poursuivit-elle, car elle avait commencé et s'arrêter lui semblait lâche. « Je suis la fille de mon père, issue de son premier mariage. Ma mère est décédée. Sa seconde épouse a 2 filles qui correspondent au canon de beauté habituel. Et moi, non. Alors, quand ils ont entendu parler de vous et de cette réunion, ils ont trouvé ça amusant. Ou utile. Ils m'ont envoyé ici pour échouer, afin que, si vous me refusez, ils puissent vous proposer quelqu'un de mieux. » Elle s'arrêta. Elle regarda les roses à sa gauche. Sa mâchoire était crispée. « C'est la vérité, dit-elle. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. » Silence. Elle attendait qu'il appelle quelqu'un. Qu'il mette fin à la réunion. Qu'il la regarde avec une pitié polie, paradoxalement plus humiliante que la cruauté. Mais Emmanuel Cole fit tout autre chose. Il s'assit sur le banc de pierre au bord du chemin et posa ses mains entre ses genoux. Il baissa les yeux un instant. Puis il leva les yeux vers elle, et il y avait sur son visage quelque chose d'indéchiffrable. Immédiatement, et alors elle put. C'était une reconnaissance. « J'ai besoin de quelqu'un de stable pour ma fille », a-t-il dit. « Je ne cherche pas l'amour. Je ne cherche pas un spectacle. Je ne cherche pas quelqu'un qui sache s'habiller pour une photo. Ma fille a perdu sa mère il y a 2 ans et depuis, elle s'efface peu à peu, et je ne sais pas comment l'en empêcher. » Il marqua une pause. « Je suis entouré de gens qui veulent quelque chose de moi. Tout le monde dans ma vie veut quelque chose. Mes associés. Les membres de mon conseil d'administration.
Les femmes que j'ai rencontrées ces 6 derniers mois. Chacun arrive en sachant déjà ce qu'il veut, et je ne suis que le moyen d'y parvenir. Il la regarda droit dans les yeux. Tu es la première personne à avoir franchi mon portail et à m'avoir dit la vérité sans que j'aie à le lui demander 2 fois. Juliana s'assit à l'autre bout du banc. Elles restèrent ainsi, 60 centimètres de pierre entre elles, sans bouger. Je ne suis pas facile à vivre, finit par dire Juliana, car une fois lancé, il est difficile de s'arrêter quand on est honnête. Je suis discrète. Je remarque des choses que les gens préfèrent cacher. Je dis des vérités au mauvais moment. Ma famille me trouve épuisant. La vôtre semble trouver la vérité qui dérange épuisante, a dit Emmanuel. C'est différent. Elle le regarda. Il la regarda. Quelque chose de petit, de fragile et d'important s'est instauré entre eux à cet instant. Aucun des deux ne l'a touché. Aucun des deux ne l'a nommé. Mais tous deux l'ont senti, comme on ressent un changement de température avant même de pouvoir expliquer d'où venait le vent. Il lui a ensuite fait visiter la maison. Pas une visite guidée classique. Pas le genre de visite où l'on désigne les objets de valeur en attendant que vous soyez impressionné. Il lui fit visiter la maison comme on fait visiter un lieu à quelqu'un qu'on souhaite vraiment lui faire comprendre. Il s'arrêta devant la fenêtre qui captait le mieux la lumière de l'après-midi, ouvrit la porte de la bibliothèque qui embaumait tous les bons livres jamais écrits, s'arrêta dans la cuisine et lui confia sans gêne qu'il n'avait pas pris de vrai petit déjeuner depuis 8 mois, car la cuisinière préparait la même chose tous les jours et il ne savait pas comment lui dire qu'il en avait assez sans paraître difficile. Juliana regarda la cuisine. Elle examina ce qui était disponible. Elle ouvrit 2 placards dans un tiroir. « Donnez-moi 20 minutes, dit-elle. Il cligna des yeux. « Tu n'es pas obligé. »« Je sais que je n'y suis pas obligée, dit-elle. »« Tu veux des œufs ou pas ?» Il la fixa du regard. « Je veux des œufs, dit-il. » Elle cuisinait. Il était assis à l'îlot central de la cuisine et la regardait s'affairer avec une aisance discrète qu'il trouvait désarmante. Elle ne faisait pas étalage de son talent. Elle cuisinait, tout simplement. Elle trouva les herbes sans demander où elles se trouvaient. Elle assaisonna les plats à l'odeur. Elle se déplaçait dans cet espace inconnu avec la fluidité de l'eau, naturellement, sans rien forcer. Quand elle posa l'assiette devant lui, il la regarda un instant. Puis il mangea. Il mangea en silence, tandis qu'elle, de l'autre côté de l'îlot, mangeait sa propre portion debout. La cuisine résonnait des petits bruits ordinaires de 2 personnes partageant un repas. Quand il eut fini, il posa sa fourchette et la regarda. « C'est, dit-il doucement, le meilleur plat que j'ai mangé dans cette maison depuis 2 ans. » Juliana ne répondit rien. Mais quelque chose bougea en elle. Quelque chose de petit, d'enfoui et longtemps resté intact se déplaça imperceptiblement, comme une porte qui s'ouvre sous l'effet du vent. Elle rencontra Nancy à 11h30. Elle n'avait rien prévu. Emmanuel n'avait pas mentionné que sa fille serait à la maison ce matin-là. Mais alors qu'il revenait de la cuisine par le couloir, une porte s'ouvrit en haut de l'escalier et une jeune fille apparut. 18 ans. Les yeux de son père. La bouche de sa mère. Avec cette expression vide si particulière à celle qui a appris que le monde prend et rend rarement ce qu'il nous donne, elle baissa les yeux vers le couloir. Elle aperçut son père. Elle aperçut la femme debout à côté de lui. Une expression traversa son visage, rapide, méfiante, complexe. « Nancy », dit Emmanuel, et sa voix changea en prononçant son nom. Le ton s'est adouci. Comme les voix s'adoucissent quand on craint de perdre quelque chose. « Je ne savais pas que quelqu'un venait », dit Nancy d'un ton neutre. « J'aurais dû te le dire, dit-il. Voici Juliana. » Nancy regarda Juliana. Juliana regarda Nancy. La jeune fille feignait l'indifférence, ce qui, à bien des égards, était la manière la plus bruyante de montrer qu'on tenait énormément à elle. Ses épaules étaient tendues. Sa mâchoire était crispée. Elle avait 18 ans, elle avait perdu sa mère, et voilà que des inconnus se tenaient dans son couloir sans que personne ne les prévenût. Furieuse et le cœur brisé, elle était trop fière pour laisser paraître ses émotions. Juliana comprit tout de cette fille en un clin d'œil. Parce que Juliana avait été cette fille. Elle ne s'est pas précipitée vers elle. Elle n'a pas souri trop fort. Elle n'a prononcé aucune de ces phrases que les adultes disent pour traumatiser les adolescents et leur donner envie de se cacher sous terre. Elle a simplement dit « Salut, Nancy ». 2 mots. Calme. Niveau. Aucune performance. Nancy cligna des yeux. « Salut », dit-elle, à contre-cœur. Automatiquement. Mais elle l'a dit. Puis elle s'est retournée,
est rentrée dans sa chambre et a fermé la porte. Emmanuelle laissa échapper un long soupir. Elle n'a salué personne de nouveau depuis 14 mois, dit-il doucement. Juliana ne répondit rien. Mais elle resta longtemps à contempler cette porte close. À 1 heure, elle lui dit qu'elle devait partir. Il l'accompagna lui-même jusqu'au portail. Son équipe observait la scène avec une surprise à peine dissimulée, car Emmanuel Cole n'avait jamais accompagné lui-même qui que ce soit jusqu'au portail. Il resta à l'entrée pendant que la voiture s'arrêtait et dit « J'aimerais vous revoir ». Juliana le regarda. « Pourquoi ?» dit-elle. Sans impolitesse. Sincèrement. Parce que, dit-il prudemment, d'après mon expérience, les gens qui disent la vérité du premier coup ont tendance à la répéter. Et j'avais oublié ce que ça fait. Elle se tenait là, dans la lumière de l'après-midi, vêtue de sa simple robe bleue, de ses chaussures plates, les cheveux attachés, et elle ne ressemblait en rien à la femme que cet homme était censé désirer. Elle a dit « J'y réfléchirai ». Elle est montée dans la voiture. Le portail s'est refermé. Elle avait à peine parcouru 4 minutes lorsque son téléphone se mit à sonner. Gloria. Elle fixa l'écran. Elle répondit. Comment ça s'est passé? La voix de Gloria était parfaitement maîtrisée, d'un ton désinvolte. Bien, dit Juliana. Était-il déçu? Semblait-il intéressé par une autre rencontre? Lui as-tu donné le numéro d'Elisabeth comme moi? Je dois y aller, dit Juliana. Elle raccrocha et regarda la ville défiler par la fenêtre. La circulation. Le bruit. La façon dont le monde continuait son cours, indifférent et implacable, tandis qu'à l'intérieur d'elle se passait quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore décrire. Elle plaqua sa main à plat contre la vitre froide. Elle pensa à un homme qui avait mangé des œufs dans sa propre cuisine comme si c'était la première chose importante qui lui arrivait depuis des années. Elle pensa à une fille en haut des escaliers qui lui avait dit bonjour sans doute sans savoir pourquoi. Elle pensa à elle-même. 26 ans. Envoyée comme une chute de blague. Toujours là. Et puis son téléphone sonna de nouveau. Ce n'était pas Gloria cette fois. Un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Elle a failli ne pas répondre. Elle a finalement répondu. Une voix d'homme. Calme. Sans hâte. Juliana. C'est Emmanuel. Je suis désolée d'appeler si vite. Je sais que tu as dit que tu y réfléchirais. Un silence. Nancy vient de frapper à la porte de mon bureau. Elle m'a redemandé ton nom. Elle a dit, et je veux que tu entendes exactement ce qu'elle a dit. Est-ce qu'elle revient? Silence au bout du fil. Juliana ferma les yeux. Elle n'a posé de questions sur personne, dit Emmanuel, et sa voix était empreinte d'une intensité rauque, prudente et immense, depuis la mort de sa mère. La voiture continuait d'avancer. La ville continuait de tourner. Le bruit, la circulation et le monde ordinaire continuaient de tourner autour d'elle. Juliana, les yeux fermés, la main contre la vitre froide, sentit quelque chose se briser en elle, quelque chose qu'elle avait enfoui si longtemps qu'elle en avait presque oublié l'existence, la possibilité de compter pour quelqu'un. Elle ouvrit les yeux. « Je reviendrai », dit-elle. Elle entendit Emmanuel expirer. Un seul souffle, long et tremblant, comme celui d'un homme qui l'aurait retenu pendant 2 ans. Elle est retournée en poste mardi. Elle ne l'a pas dit à Gloria. Elle ne l'a pas dit à Elisabeth. Elle ne l'a pas dit à Diana. Ce matin-là, elle s'est simplement réveillée, habillée, sortie de chez elle pendant que tout le monde dormait encore, et a pris le bus pour traverser la ville, car elle ne voulait rien demander à personne. Ni un lift, ni la permission. Pas d'approbation. Elle avait passé des années à solliciter cette famille du regard, à demander à être vue, à être incluse, à être prise en considération. C'en était fini de ce genre de sollicitation. Désormais, elle irait où il l'amènerait. Le bus était bondé et bruyant, et une odeur de deuil planait sur les autres passagers. Juliana, assise près de la fenêtre, observait la ville se transformer tandis qu'il quittait son quartier pour rejoindre les rues plus larges et plus calmes où se concentrait l'argent. Elle voyait les immeubles s'élever et se nettoyer. Elle regarda les routes devenir plus lisses. Elle regarda le monde qui lui avait toujours semblé appartenir à d'autres défiler derrière la vitre, et pour la première fois depuis longtemps, elle n'eut plus l'impression d'être une simple spectatrice. Elle sentait qu'elle avançait vers quelque chose. Ce sentiment l'effraya. Elle se laissa effrayer. Et elle continua malgré tout. Emmanuel attendait de nouveau devant le portail. Il semblait lui aussi n'avoir pas prévu d'être là. Il tenait une tasse de café et portait une chemise légèrement froissée, comme un homme qui travaillait depuis l'aube. Quand il la vit arriver au coin de la rue à pied,
Sans voiture, sans chauffeur, juste Juliana marchant avec un sac en bandoulière, une émotion traversa son visage. De la surprise. Puis une sensation plus chaleureuse que la surprise. « Tu as marché, dit-il. »« J'ai pris le bus, répondit-elle. » Il la regarda un instant, comme si elle venait de dire quelque chose d'extraordinaire. « Je n'ai pas pris le bus depuis 19 ans, dit-il lentement. »« Ça se voit, répondit-elle simplement. Il baissa les yeux sur son café. Puis il leva les yeux. « Entrez, dit-il. » Lors de cette seconde visite, elle découvrit que l'immense, luxueuse et parfaitement entretenue demeure d'Emmanuel Cole était l'un des endroits les plus solitaires où elle ait jamais mis les pieds. Ce n'était pas le silence en lui-même. Juliana était à l'aise avec le silence. C'était le type de silence. Il y a une différence entre le silence de la paix et le silence de l'absence, et chaque pièce de cette maison était imprégnée du second. Un silence qui a une forme, qui porte l'empreinte d'une personne qui était là et qui n'y est plus. Elle le remarquait dans les petites choses. La deuxième tasse à café sur l'étagère de la cuisine, propre et inutilisée, toujours à la même place, sans doute posée par les mêmes mains qui ne la remettraient jamais là. Le fauteuil de lecture dans le coin de la bibliothèque, avec une couverture pliée sur l'accoudoir, trop soigneusement pliée, comme on plie quelque chose qu'on n'arrive pas à ranger. Les photos accrochées au mur du couloir principal Emmanuel, une femme au large sourire éclatant, la jeune Nancy, les orteils écartés, rayonnante de bonheur, toute légèrement décolorée par 2 ans de lumière matinale et frappant au même endroit. Personne n'avait touché aux photos. Personne n'avait déplacé la chaise. Personne n'avait rangé la deuxième tasse. Cette maison était un musée. Un musée magnifique, coûteux et empreint de mélancolie. Et l'homme qui y vivait ne savait plus comment vivre ailleurs. Ce matin-là, elle rencontra la gouvernante. Une femme nommée Rose, aux larges épaules, efficace, avec l'air toujours soucieux de quelqu'un qui avait traversé le deuil dans cette maison aux côtés de son employeur et qui était encore confronté. Rose regarda Juliana comme on regarde quelque chose d'inconnu dans un lieu familier. Sans hostilité. Juste pour évaluer la situation. Juliana dit « Bonjour ». Rose répondit « Bonjour, MM, s'il te plaît, ne m'appelle pas même », dit Juliana. Rose cligna des yeux. « Comment dois-je vous appeler ?»« Juliana », dit-elle. Juste Juliana. L'expression de Rose s'adoucit d'un cheveu. Ce n'était pas grand-chose. Mais Juliana, qui avait passé des années à décrypter les infimes variations émotionnelles chez ceux à qui l'on avait demandé de dissimuler leurs sentiments, le remarqua immédiatement. Elle passa l'heure suivante dans la cuisine avec Rose, non pas parce que quelqu'un le lui avait demandé, mais parce que c'était là qu'elle se sentait le plus capable d'accomplir quelque chose de concret. Elle aida à préparer le déjeuner. Elle ne prit pas les rênes. Elle n'a pas formulé de suggestions qui ressemblaient à des critiques. Elle a simplement travaillé aux côtés de Rose, comme on travaille sans se croire supérieur à son collègue. Au bout d'1 heure, Rose prenait la parole. Pas de manière professionnelle. Juste une conversation. Elle expliquait à Juliana que la maison fonctionnait selon un emploi du temps que M. Cole avait figé 2 ans auparavant et que personne n'avait osé modifier, même si plusieurs aspects de cet emploi du temps n'avaient plus aucun sens. Elle lui expliqua que M. Cole dînait seul tous les soirs à une table dressée pour 3, car personne n'avait demandé au personnel de la dresser autrement et personne n'avait osé aborder le sujet. Elle lui confia, doucement, avec précaution, que mademoiselle Nancy avait cessé de dîner avec son père il y a 3 mois et qu'elle emportait désormais son repas dans sa chambre. Toutes deux l'entendaient se déplacer seule, et c'était le son le plus triste de toute la maison. Juliana écouta tout. Elle posait des questions. Des questions courtes et précises qui montraient qu'elle écoutait attentivement les réponses. Quand Rose eut terminé, elle regarda Juliana avec une expression différente de celle qu'elle avait au début. « Tu reviens ?» demanda Rose. Franche. Honnête. La question d'une femme qui avait vu trop de déceptions franchir ce portail. Juliana la regarda. « Oui », dit-elle. Rose hocha la tête une fois. Elle baissa les yeux vers le comptoir. Puis elle fit quelque chose qui allait hanter Juliana pendant des semaines. Elle tendit la main et tapota celle de Juliana. Une seule fois. Doucement. La façon dont les femmes qui ont survécu à des vies difficiles se touchent, non pas avec pitié, mais avec reconnaissance. Bien, dit simplement Rose, et elle retourna à son travail. Nancy descendit à midi. Elle se tenait sur le seuil de la cuisine et regardait Juliana d'un air faussement indifférent, comme un chat regarde quelque chose qui l'intrigue. Juliana leva les yeux du comptoir, croisa son regard, puis replongea son attention dans ses occupations.
La présence de Nancy ne semblait pas la déranger outre mesure. Elle ne s'est pas précipitée vers elle avec chaleur et question, ni avec cette énergie adulte envahissante que les adolescents perçoivent à des kilomètres et qui les fait fuir aussitôt. Elle a simplement dit, sans lever les yeux, « Il y a de la mangue sur l'étagère du haut du frigo. Derrière le jus d'orange. » Silence. Elle entendit des pas. Elle entendit le réfrigérateur s'ouvrir. Elle reconnut le bruit caractéristique de quelqu'un trouvant exactement ce qu'on lui avait dit y trouver. Un silence. Puis Nancy demanda, depuis l'intérieur du réfrigérateur, « Comment savais-tu que j'aimais la mangue ?»« Je ne le savais pas, » répondit Juliana. « J'aime la mangue. J'ai supposé que vous étiez vous aussi une personne. » Un long silence. Et puis, doucement, surprise, presque malgré elle, Nancy laissa échapper un petit rire. Un rire à moitié étouffé. Elle avait presque disparu avant même d'arriver. Mais Emmanuel, qui passait devant la porte de la cuisine à ce moment précis et qui l'entendit, s'arrêta net. Il resta immobile dans le couloir, devant la porte de la cuisine, et écouta le rire de sa fille, un rire qu'il n'avait pas entendu depuis une éternité. Sa main se posa sur le mur à côté de lui. Il appuya sa paume à plat contre celui-ci. Il ferma les yeux. Et dans le couloir de sa maison-musée, cet homme qui avait bâti des entreprises, traversé des continents et négocié des affaires qui inquiétaient d'autres hommes puissants, se tenait seul, la main appuyée contre le mur, luttant de toutes ses forces pour ne pas s'effondrer. Elle est revenue jeudi. Elle est revenue le lundi suivant. Puis elle est revenue le mercredi de la semaine suivante, et à ce moment-là, elle ne venait plus vraiment en visite. Elle passait juste de temps en temps. On ne savait pas encore ce qu'elle comptait faire. Personne ne s'était encore mis d'accord sur le terme. Mais son usage commençait à se préciser. Elle réorganisa le système de classement du bureau d'Emmanuel car elle avait remarqué que 3 contrats importants étaient rangés dans la mauvaise section et que l'erreur y était restée si longtemps qu'elle avait pris la poussière. Elle ne l'a pas annoncé. Elle n'a pas demandé la permission. Elle l'a simplement fait et a laissé un petit mot manuscrit expliquant ce qu'elle avait changé et pourquoi. Emmanuel a trouvé le mot à 6 heures du soir, après une longue journée de réunion. Il l'a lu 2 fois. Il a appelé son directeur des opérations. Il lui a expliqué le système de classement. Il lui a demandé d'appliquer la même structure organisationnelle à 3 des services administratifs de son entreprise. Il n'a pas révélé à son responsable des opérations l'origine de cette idée. Mais il y repensa sur le chemin du retour. Il repensa à la façon dont Juliana remarquait les choses sans avoir besoin de le crier sur tous les toits. Il repensa à sa façon de se déplacer dans sa maison, discrètement, avec assurance, sans ostentation, et à la façon dont chaque petit objet qu'elle touchait devenait un peu plus fonctionnel, un peu plus vivant. Il repensa à la façon dont elle était restée assise avec Nancy mardi soir, pendant 4 ou 5 minutes, sans rien faire de particulier. Pas de langage thérapeutique. Pas de conversation forcée. Nancy avait son ordinateur portable ouvert. Juliana lisait un livre. Elles étaient assises dans la même pièce, partageaient le même espace, et c'était tout. Et Nancy, qui portait le même sweatshirt gris depuis ce qui lui semblait des semaines, était descendue mercredi matin habillée. Il repensa à tout cela, puis il se gara devant le portail de sa maison. Le portail s'ouvrit, les lumières de l'allée s'allumèrent et il resta un instant assis dans la voiture avant d'entrer. Il ressentait quelque chose. Il ne savait pas quoi en faire. Il ne l'avait pas ressenti depuis 2 ans et, à vrai dire, il ne s'attendait pas à le ressentir à nouveau. Il n'était même pas sûr d'en avoir le droit. Il n'était pas certain d'être prêt à en assumer les conséquences, ni à en payer le prix si cela s'avérait faux. Il avait appris, du pire des professeurs, que les êtres chers peuvent disparaître sans prévenir. Alors, il resta assis dans sa voiture pendant 3 minutes, ressentant quelque chose d'indéfinissable, puis il le mit dans une boîte, la referma, sortit et rentra chez lui. C'était un vendredi soir, 4 semaines après le début des événements, quand tout a commencé à changer. Juliana était à la bibliothèque. Elle avait pris l'habitude d'y passer la dernière heure de ses visites. La pièce avec le fauteuil de lecture et la couverture soigneusement pliée que personne ne touchait. Elle s'asseyait toujours en face de ce fauteuil. Elle n'avait jamais touché la couverture. Elle comprit instinctivement que, dans une maison empreinte de deuil, certaines choses devaient rester là où le chagrin les avait déposées, jusqu'à ce que la personne qui le porte décide de les déplacer. Emmanuel entra et la trouva là, avec son livre. Il s'assit sur la chaise en face d'elle. La couverture pliée était entre eux. Aucun des deux n'en fit mention. Ils étaient assis à lire dans la même pièce,
comme on ne s'assoit que lorsqu'on a cessé d'avoir quoi que ce soit à prouver à l'autre. La lumière des lampes baignait la pièce d'une douce lumière dorée. Et dehors, la ville était bruyante, agitée et totalement indifférente. Ici, régnait un silence qui, enfin, était devenu le silence qu'il fallait. Emmanuel dit, sans poser son livre, « Parlez-moi de votre mère ». Les mains de Juliana restèrent immobiles sur ses pages. Elle leva les yeux. Il continuait de lire, lui laissant de l'espace. Lui laissant le choix de la suite. Elle replongea son regard dans sa lecture. Elle était gentille, dit-elle doucement. Pas faible. Gentille. Il y a une différence. Elle était du genre à remarquer la souffrance d'autrui et, sans en faire tout un discours, elle s'approchait simplement. Discrètement. Comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Un silence. Elle a la voix de quelqu'un que j'aurais apprécié, dit lentement Emmanuel. Juliana leva les yeux. Il avait enfin posé son livre. Il la regardait maintenant. Directement. Avec une expression d'ouverture qu'elle ne lui avait jamais vue. Comme une fenêtre restée fermée pendant des années et que quelqu'un avait enfin trouvée. Elle t'aurait bien aimé aussi, dit Juliana avant de pouvoir se retenir. Ces mots les surprirent tous les deux. Emmanuel la regarda. Pourquoi ? Demanda-t-il. Ce n'était pas une provocation. C'était la question d'un homme qui avait véritablement besoin d'entendre la réponse. Car, expliqua Juliana avec précaution, elle avait le don de voir les gens. Les vrais. Et elle disait toujours que les personnes les plus authentiques étaient celles qui portaient un lourd fardeau et qui, malgré tout, choisissaient la douceur. La pièce était très silencieuse. La mâchoire d'Emmanuel bougea. À peine. On sentait le mouvement de quelqu'un qui retenait quelque chose. Il détourna le regard. Il regarda par la fenêtre. Il contemplait les lumières de la ville à travers la vitre, ce monde indifférent et scintillant qui continuait de bouger imperturbablement. « Je n'ai pas été tendre, murmura-t-il. Pas depuis sa mort. J'ai été fonctionnel. J'ai assuré la continuité des opérations. De l'entreprise. La maison. L'école de Nance. Tout fonctionne à merveille. » Sa voix était posée, maîtrisée, et pourtant complètement vide. Tout fonctionne à merveille et je me fonds dans le décor. Juliana ne répondit rien sur le champ. Elle laissa à ces mots tout l'espace qu'ils méritaient. Puis elle dit, très doucement, « Je le vois bien. » Il se tourna vers elle. « Je peux le dire, répéta-t-elle, car j'ai vécu 7 ans dans une maison où j'étais fonctionnelle. Où je cuisinais, faisais le ménage, aidais, gérais et veillais à ce que tout fonctionne. Et personne ne s'en est aperçu. Et moi aussi, je disparaissais. » Ils se regardèrent à travers la bibliothèque. Par-dessus la couverture pliée qu'aucun d'eux n'avait touchée. À travers la distance particulière qui séparait 2 personnes qui venaient de se dévoiler mutuellement leurs blessures, Emmanuel demanda « Comment peux-tu ne pas être en colère ? Après tout ce que ta famille t'a fait, comment peux-tu ne pas l'être ? » « Je suis en colère, » répondit-elle simplement. « Je ne laisse pas la colère dicter mes décisions. » Il la fixa du regard. « Ma mère me l'a appris, » dit-elle. Elle disait que la colère est comme le feu. Elle révèle les blessures du passé, mais elle est un piètre guide. Emmanuel Cole contempla cette femme dans la lumière dorée de sa bibliothèque et sentit la boîte dans laquelle il avait rangé des affaires en début de semaine se mettre à trembler. Par une nuit pluvieuse, 6 semaines jour pour jour après leur première rencontre. Nancy semblait pourtant aller bien cet après-midi-là. Calme, comme toujours, mais tout allait bien. Elle avait dîné en bas, une habitude qu'elle avait prise 3 fois par semaine désormais, toujours au même coin de la table, toujours avec ses écouteurs autour du cou, même quand elle ne les utilisait pas, comme un outil dont elle pourrait avoir besoin au dernier moment. Après le dîner, elle était montée. 1 heure plus tard, la maison s'effondra. Juliana était toujours là. Elle était restée tard car Emmanuel lui avait demandé de consulter des documents opérationnels avec lui, une habitude qu'ils avaient prise. Tous deux assis à table après le dîner, des papiers à la main, parlant à voix basse, tandis que la maison semblait se déchaîner autour d'eux. Ils l'entendirent en même temps. Pas un cri. Quelque chose de pire qu'un cri. Le son de quelqu'un qui tente de ne faire aucun bruit tandis qu'une chose énorme le déchire de l'intérieur. Emmanuel était déjà levé et en mouvement avant même que Juliana ait eu le temps de comprendre ce qu'elle entendait. Elle était juste derrière lui. Ils ont trouvé Nancy étendue sur le sol de sa chambre. Le dos appuyé contre le pied du lit. Les genoux repliés contre sa poitrine. Les mains sur les oreilles. Son corps tout entier tremblait avec une violence telle que la pièce semblait vibrer elle aussi.
Juliana comprendrait plus tard que l'élément déclencheur était une chanson. Elle s'était diffusée par hasard par les haut-parleurs de son ordinateur portable. C'était la chanson préférée de sa mère. Une chanson que Nancy n'avait pas entendue depuis la dernière fois que sa mère l'avait jouée. Emmanuel tomba à genoux devant sa fille. « Nancy, Nancy, regarde-moi. Je suis là. Je suis juste là. » Mais Nancy n'était pas dans la pièce. Elle était perdue au plus profond d'elle-même, emportée par le chagrin, dans un lieu inaccessible. La voix de son père ne lui parvenait pas. Juliana observa la scène pendant 2 secondes. Puis elle traversa la pièce et s'assit par terre. Non pas devant Nancy, mais à côté d'elle. Juste à côté, si près que leurs bras se touchaient. Elle ne dit rien. Elle n'a pas cherché à dégager les oreilles de Nancy de ses mains, ni à la forcer à la regarder dans les yeux, ni à prononcer aucune de ces phrases qu'on entend dans ces moments-là et qui ne font qu'empirer les choses. Elle est restée assise là. Par terre. Présent. Immobile. Chaud. 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 Elle se mit à fredonner. À peine audible. Ce n'était pas la chanson qui avait déclenché cela. Autre chose. Quelque chose de lent et d'informe, même pas une vraie mélodie, juste un son. Un son qui ne demande aucune réponse. Un son qui dit simplement « Je suis là ». Tu n'es pas seul. Je ne pars pas. Les tremblements de Nancy se sont apaisés. Pas immédiatement. Pas de façon spectaculaire. Lentement, comme la peur disparaît lorsqu'elle croit enfin que le danger est passé. Sa respiration changea. Puis la tête de Nancy se tourna légèrement et elle se pencha, sans lever les yeux, sans le vouloir consciemment, juste sur le côté. Vers Juliana. Sa tête vint se poser contre l'épaule de Juliana. Emmanuel, toujours à genoux, toujours à les observer, porta sa main à sa bouche. Juliana resta immobile. Elle continuait de fredonner. Sa main se déplaça lentement, avec précaution, et se posa sur les cheveux de Nancy. Et toutes les 3 restèrent ainsi sur le sol de cette chambre, tandis que la pluie frappait aux fenêtres et que la ville continuait de tourner dehors et à l'intérieur de cette maison. Quelque chose se referma sur lui-même et quelque chose d'autre, quelque chose qui était brisé depuis 2 ans, prit son premier souffle fragile. Il était minuit quand Nancy finit par s'endormir. Juliana sortit discrètement de la chambre, tirant la porte jusqu'à ce qu'elle soit presque fermée. Elle tourna dans le couloir et vit Emmanuel. Il était adossé au mur en face de la porte. Il était resté là tout ce temps, à observer par la porte entr'ouverte. Son visage était dévasté. Il n'y a pas d'autre mot. Emmanuel Cole, qui avait mené des négociations à plusieurs milliards de dollars avec l'air d'un homme jouant aux échecs à moitié endormi, se tenait dans son propre couloir à minuit, le visage complètement ravagé. Yeux rouges. Mâchoire serrée. Toute la rigueur de son calme a disparu. Il regarda Juliana. Elle le regarda. Elle traversa le couloir. Elle n'y a pas réfléchi. Elle n'a rien calculé. Elle a simplement franchi la distance qui les séparait et l'a enlacé. Simple. Humain. La façon dont on retient une personne sur le point de tomber. Il resta complètement immobile. Puis il s'effondra. Sans faire de bruit. Emmanuel Cole n'était pas du genre à s'effondrer bruyamment. Il s'est effondré silencieusement, comme les choses les plus profondes se brisent, sans drame, sans bruit, juste un long soupir tremblant contre une épaule, ses bras l'enlaçant avec l'étreinte désespérée d'un homme qui a si longtemps fait semblant d'aller bien que cette façade est devenue une prison. Elle le serrait contre elle. Elle n'a rien dit. Il n'y avait rien à dire. Certains moments sont indicibles. Certains moments ne sont faits que pour être présents. Pour cet acte radical, simple et bouleversant que de refuser de laisser quelqu'un seul face à l'adversité. Elle le serra dans ses bras. Et il la serra dans ses bras. Et dans le couloir de la maison musée, pour la première fois en 2 ans, le silence changea complètement de forme. Elle se dirigea vers la porte d'entrée, à 1h du matin. Il l'accompagna. Arrivée à la porte, elle se retourna pour lui dire bonsoir. Il la regardait avec une expression à laquelle elle ne put se défendre. C'était trop ouvert. Trop honnête. On y voyait trop l'homme authentique, et pas assez la version idéalisée qu'il montrait au monde. Il a dit « Juliana ». Juste son nom. Mais la façon dont il l'a dit. Elle attendit. « Je ». Il commença. Il s'arrêta. Il baissa les yeux. Puis il releva la tête. « Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas les mots pour décrire ce que j'ai vécu ce soir. Ni ces 6 dernières semaines. » Elle a dit « Tu n'as pas besoin de mots. Je veux que tu saches, dit-il, que tu n'es pas invisible.
Peu importe ce qu'ils t'ont fait ressentir dans cette maison. Peu importe ce que tu as cru savoir sur ta valeur pendant ton enfance. Il soutint son regard. Tu es la personne la moins invisible que j'ai jamais rencontrée. Elle en resta bouche bée. Elle se tenait sur le seuil de sa maison à 1 heure du matin et entendit ces mots, les sentant résonner en elle, dans chaque recoin de son être qui, depuis 26 ans, nourrissait un message contraire. Elle ne pleura pas. Elle refusait de pleurer, car si elle commençait, elle n'était pas sûre de pouvoir s'arrêter. Elle dit, très doucement, « Bonne nuit, Emmanuel. » Il répondit, « Bonne nuit, Juliana. » Elle descendit l'allée. Le portail s'ouvrit pour elle. Elle sortit. Elle fit 3 pas sur la route, puis s'arrêta, car ses jambes avaient tout simplement décidé de la lâcher. Elle resta là, dans le noir, sous la pluie, les mains sur la bouche. Et puis elle s'est mise à pleurer. Seule sous la pluie, sur la route devant son portail, elle pleurait comme on pleure quand quelque chose auquel on avait cessé de croire se révèle soudain réel. Pas des larmes de tristesse. Pas des larmes de joie. Le genre de larmes qui n'ont pas encore de nom, car elles portent en elles trop de choses à la fois. Elle pleurait sa mère, qui méritait d'être vue et ne l'était pas. Elle pleurait pour toutes ces années passées dans une maison qui la regardait sans rien voir. Elle pleurait parce qu'un homme avait prononcé son nom dans un couloir à minuit et qu'elle l'avait ressenti au plus profond d'elle-même. Elle pleurait parce qu'une jeune fille brisée avait posé sa tête sur son épaule et que le poids de ce geste lui avait paru être la chose la plus importante qui lui soit jamais arrivée. Elle resta sous la pluie et pleura jusqu'à épuisement. Puis elle se redressa et s'essuya le visage. Elle prit une inspiration. Elle se mit à marcher. Et son téléphone s'illumina. Un message. D'un numéro qu'elle connaissait désormais par cœur. « Rentre bien à la maison. Envoie-moi un message quand tu seras arrivé. » Elle fixa l'écran. Elle répondit « D'accord ». Sa réponse ne tint pas plus de 4 secondes. 3 mots. Je sais que tu le feras. Elle ne voyait pas ce qui l'attendait à la maison. Elle ne voyait pas Gloria, debout dans le salon, la lumière allumée, les bras croisés, le visage marqué par cette expression si particulière de celle qui vient de faire des calculs et qui n'est pas satisfaite du résultat. Elle ne voyait pas Elisabeth, assise sur le canapé, son téléphone à la main, un profil de réseau social ouvert à l'écran, un profil que quelqu'un avait trouvé et lui avait envoyé. Emmanuel Cole. Son entreprise. Sa fortune, telle que présentée dans un magazine économique. Les chiffres. Elle ne vit pas Diana, exceptionnellement silencieuse, assise dans le fauteuil du coin, les yeux rivés sur la porte. Elle entra. Et Gloria la regarda vraiment, pour la première fois depuis des années. Et elle le vit. Le changement. Ce changement qui s'opère sur le visage d'une personne lorsqu'elle est en présence de quelqu'un qui la regarde vraiment. Cette expression si particulière, si indubitable, d'une femme qui se sent respectée. Le visage de Gloria se figea complètement. Puis la température est devenue froide. « Assieds-toi, Juliana », dit-elle d'une voix basse. C'est ainsi que Juliana comprit que la situation était grave. Gloria ne restait silencieuse que lorsqu'elle était dangereuse. « Il faut qu'on parle, dit Gloria, de ce que tu crois faire exactement. » Elisabeth posa son téléphone face contre le canapé avec un petit bruit sec. Diana baissa les yeux. Juliana, debout dans l'embrasure de la porte, sentit la chaleur des 6 dernières semaines se dissiper face à tout ce qui allait suivre. Parce que Gloria l'avait compris. Gloria l'avait enfin compris, pleinement compris. Et Gloria n'était pas du genre à laisser filer sans se battre ce qu'elle désirait. Le salon de Gloria n'avait jamais paru aussi petit. Juliana s'était déjà trouvée dans cette position. Différentes versions de ce même moment s'étaient répétées toute sa vie dans cette maison. Gloria, les bras croisés. Elisabeth, avec sa cruauté calculée. Diana, avec son silence coupable. Le mobilier est identique. L'éclairage est identique. Le poids est identique. Mais Juliana n'était plus la même. Quelque chose lui était arrivé ces 6 dernières semaines, quelque chose d'irréversible. On ne peut être vu, véritablement vu, par un autre être humain et ensuite redevenir invisible. Les yeux qui avaient été découverts ne savaient plus comment se cacher. Elle se tenait dans l'embrasure de cette porte où elle s'était tenue 1000 fois, et pourtant, elle était différente à l'intérieur. Elle sentait cette différence dans la façon dont ses pieds se posaient sur le sol. Elle n'allait pas supplier. Elle n'allait pas se laisser faire. Elle entra et s'assit. « Parlez, dit-elle. » Gloria cligna des yeux. Elle s'attendait à voir Juliana comme d'habitude, celle qui fixait le tapis en attendant qu'on lui donne la permission de parler.
Elle se reprit vite. Gloria se remettait toujours vite. Je veux savoir, dit-elle d'une voix basse et précise, ce qui s'est passé exactement dans cette maison. J'y suis allée, répondit Juliana. En visite, répéta Elisabeth, et le mot sortit avec une connotation désagréable. 6 fois en 4 semaines. Restant jusqu'à minuit. Ce n'est pas une visite, Juliana. C'est autre chose. Oui, répondit calmement Juliana. C'est autre chose. L'atmosphère devint électrique. Gloria s'avança. Je tiens à être très claire sur ce que vous avez fait. Je vous ai envoyé là-bas dans un but précis et simple. Tu étais censé rencontrer cet homme, lui montrer que tu n'étais pas celle qu'il cherchait, et rentrer à la maison. C'était tout ce que tu étais censé faire. Je sais ce que j'étais censé faire, dit Juliana. Et au lieu de cela, poursuivit Gloria d'une voix qui baissait, signe que la situation devenait plus dangereuse, tu as décidé de te servir toi-même. De quelque chose qui ne t'a jamais appartenu. Ce n'est pas un objet, dit Juliana. Ne sois pas naïve, lança Elisabeth. Tu sais ce que je veux dire. Tu as profité d'une opportunité qui appartenait à cette famille. À toi, dit Juliana en se tournant vers sa demi-sœur. Dis ce que tu penses, Elisabeth. Tu veux dire que ça t'appartenait. Elisabeth serra les dents. Tu n'es pas faite pour ce monde, dit Gloria. Tu ne sais pas te comporter comme un homme de ce genre. Tu es banal. Tu es silencieux. Tu n'as rien. Il n'est pas d'accord, dit Juliana. Silence. Un silence pesant. Il n'est pas d'accord, répéta-t-elle d'une voix ferme, et je crois que je fais davantage confiance à son opinion qu'à la vôtre. Le visage de Gloria se crispa, prenant une expression complexe et maîtrisée, puis finalement glaciale. Ingrate, murmura-t-elle. Après tout ce que cette famille a fait pour toi. Et moi, qu'a-t-elle fait pour moi? Demanda Juliana. La question fit l'effet d'une gifle. Car c'était une vraie question. Elle désirait sincèrement entendre la réponse. Elle l'attendait depuis des années. Assise là, les mains sur les genoux, le dos droit et le regard fixe, elle l'attendait. Gloria ouvrit la bouche. Et rien n'en sortit. Car il n'y eut pas de réponse. Il n'y avait pas de réponse, car il n'y avait pas de liste. Car la vérité qui se cachait derrière tous les artifices, la gestion et l'organisation sociale de ce foyer, c'était que cette famille n'avait rien fait pour Juliana. C'est Juliana qui avait fait des choses pour cette famille. C'était elle qui cuisinait quand Gloria était trop prise par ses mondanités. C'était elle qui avait veillé tard pour soigner Diana pendant sa fièvre. C'était elle qui avait aidé Elisabeth à rédiger ses dissertations pour l'université, celle qu'Elisabeth avait soumise et acceptée sans jamais le remercier. Pendant 7 ans, elle avait été le moteur invisible de cette maison, et maintenant que ce moteur devait aller ailleurs, la machine s'affolait. Le silence s'étira. Et soudain, Diana prit la parole. « Laisse-la partir, maman. » Tout le monde se retourna. Diana regardait le sol. Sa voix n'était pas forte, mais c'était la chose la plus sincère que Juliana ait entendue dans cette maison depuis la mort de sa mère. « Diana !» commença Gloria. « Non !» répondit Diana. Elle leva les yeux. Son regard brillait d'une façon qui aurait pu être des larmes sur n'importe quel autre visage. « Non. C'est moi qui ai commencé. C'est moi qui ai dit de l'envoyer, pour plaisanter. Je l'ai dit pour faire rire. Non, elle s'est arrêtée. Je n'ai pas pensé à elle. Je ne pense jamais à elle. Aucun de nous ne l'a fait. Nous ne l'avons jamais fait. » Le silence était total dans la pièce. Diana regarda Juliana. « Je suis désolée, dit-elle. 2 mots. Simple, brut et absolument authentique. » Juliana regarda sa demi-sœur. Cette fille bruyante, insouciante, pétillante et pleine de vie, qui, en des années de vie commune, ne s'était jamais arrêtée pour réfléchir à ce que Juliana portait en elle. Quelque chose a bougé dans la poitrine de Juliana. Elle n'a pas dit que tout allait bien. Parce que ça n'allait pas. Ce qu'on lui avait fait n'était pas acceptable et elle en avait assez de faire semblant du contraire. Mais elle dit, « Je sais. » Diana acquiesça. Elle baissa les yeux vers le sol. Elisabeth ne dit rien. Son visage était comme une porte close, et Juliana avait cessé de frapper à cette porte depuis des années. Gloria ne dit rien non plus. Elle regardait Juliana avec une expression qui avait enfin laissé tomber son masque, et sous ce masque se cachait quelque chose que Juliana ne s'attendait absolument pas à voir, la peur. Gloria avait peur. Non pas de perdre Emmanuel. Non pas de perdre l'argent ou l'opportunité.
Elle avait peur de Juliana. De ce que Juliana représentait. De ce que cela signifiait que cette fille qu'elle avait ignorée, gérée et manipulée pendant 7 ans ait simplement quitté cette maison pour embrasser une vie que toutes les stratégies de Gloria n'avaient pas réussi à construire. Elle avait peur car elle comprenait, à cet instant précis, qu'elle avait sous-estimé quelque chose d'essentiel. Juliana se leva. « Je vais me coucher », dit-elle. Elle traversa la pièce. Elle passa devant Gloria. Elle passa devant Elisabeth. Elle s'arrêta près de la chaise de Diana. Elle posa brièvement la main sur l'épaule de Diana. Diana leva les yeux. Juliana la regarda un instant. Aucun sourire. Aucune manifestation de chaleur. « Je vous ai simplement accusé réception. C'est tout. » Puis elle monta à l'étage. Elle ferma sa porte. Elle s'assit sur le bord de son lit dans sa petite chambre au fond de la maison, le même lit où elle était assise 4 semaines auparavant lorsqu'elle avait pris la décision silencieuse qui avait tout changé, et elle prit son téléphone. Elle a envoyé un SMS à Emmanuel. « Je suis rentrée. » Il a répondu en 7 secondes. « Bien. Dors bien, Juliana. » Elle serra le téléphone contre sa poitrine. Elle regarda le plafond. Elle pensa à sa mère. À ce que sa mère dirait à cet instant précis si elle le pouvait. Elle pensait le savoir. Elle pensait que sa mère dirait exactement ce qu'elle avait toujours dit quand les choses allaient mal, que Juliana était petite et que le monde lui paraissait plein d'aspérité. Elle dirait « Tu as toujours été assez bien. Je l'ai toujours su. Je veux que tu le saches aussi. » Juliana ferma les yeux. « J'essaie, maman, » murmura-t-elle dans la pièce sombre. « J'essaie vraiment. » Emmanuel appela le lendemain matin. Pas un SMS. Un appel. Sa voix à son oreille avant même qu'elle ne soit complètement réveillée, chaleureuse et posée, comme s'il n'y avait rien de plus important au monde pour lui que cette conversation. Il dit « Nancy m'a demandé ce matin si tu pouvais venir pour son anniversaire. » Juliana se redressa dans son lit. « C'est quand son anniversaire ?» demanda-t-elle. « Dans 3 semaines. » Que veut-elle faire? Un silence. Elle pouvait y percevoir un sourire. Elle a dit, et je cite textuellement, qu'elle voulait cuisiner avec toi et regarder un film, et qu'elle ne voulait pas de fête parce que les fêtes, c'est du théâtre. Juliana a ri. Un vrai rire. La surprise l'a envahie. Une surprise authentique, spontanée, qui n'a pas besoin d'être polie. À l'autre bout du fil, Emmanuel est resté silencieux. « C'est la première fois que je t'entends rire, » dit-il. Elle ne s'en était pas rendue compte. Elle porta sa main à sa bouche. « Je suis désolée. »« Ne vous excusez pas, » dit-il rapidement et fermement. « Je vous en prie, ne vous excusez pas pour ça. » Toujours. Assise dans sa petite chambre, les rayons du soleil filtrant à travers le fin rideau, elle tenait le téléphone et savourait la douce chaleur d'entendre la voix préférée de quelqu'un. « Dis à Nancy que oui, » murmura-t-elle. « Je lui dirai, » dit-il. Puis, après un silence pesant, « Juliana. »« Oui. » Peu importe ce qui s'est passé hier soir en rentrant. Peu importe ce qu'ils vous ont dit. Sa voix était posée et réfléchie. Je tiens à ce que vous sachiez que ce que j'ai dit à la porte n'était pas une remarque polie. Je ne l'ai pas dit pour vous réconforter. C'était la chose la plus précise et la plus juste que j'ai dite depuis très longtemps. Elle ne répondit pas immédiatement. « Tu n'es pas invisible, » dit-il. « Pas pour moi. Pas à Nancy. Pas à Rose, qui m'a envoyé un texto la semaine dernière, une de mes collaboratrices, qui ne m'a jamais écrit personnellement pour quoi que ce soit, pour me dire que vous étiez, et je la cite textuellement, la personne la plus respectable qui ait franchi ce portail depuis des années. » Juliana serra les lèvres. « Tu m'entends, » dit-il. « Je t'entends, » murmura-t-elle. « Bien, » dit-il. Tout simplement. Absolument. L'anniversaire de Nancy était un samedi. Juliana est arrivée à 10 h du matin avec un sac de courses, sans autre intention que de cuisiner avec une jeune fille de 18 ans, de regarder le film qu'elle choisirait et d'être pleinement présente. Nancy l'a accueillie à la porte. Pas le personnel. Nancy. Elle portait de la couleur. Pas beaucoup, un jaune sur son jean, simple, sans extravagance, mais c'était la première couleur que Juliana voyait sur elle et elle la frappait comme le soleil sur une vitre. « Tu es venue, » dit Nancy. « J'avais dit que je viendrais, » répondit Juliana. Nancy regarda le sac de courses. « Qu'est-ce que tu as apporté ? » « Tout pour le riz. Et le truc à la mangue. Et je crois qu'il y a peut-être de quoi faire un gâteau si quelqu'un en a envie. » Le visage de Nancy fit ce qu'il faisait de plus en plus en présence de Juliana,
cette expression à la fois vulnérable, réticente et magnifique où il s'ouvrait malgré lui. « J'y suis tentée, dit-elle. » Ils cuisinèrent pendant 3 heures. Emmanuel resta complètement à l'écart de la cuisine, ce qui était tout à fait judicieux, car ce qui s'y passait ne le concernait pas, mais sa fille. Assis dans son bureau, il écouta les bruits qui parvenaient de la maison, les rires, la petite dispute à propos du riz, manquait-il de poivre, le bref déclenchement de l'alarme incendie suivi de leurs éclats de rire. Et il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 2 ans. Il laissa son travail intact. Il resta assis, écoutant la vie qui régnait dans sa maison. À 4 heures de l'après-midi, tous 3 s'assirent ensemble et mangèrent. La table était mise pour 3. Quelqu'un, Nancy, avait plié les serviettes en triangle, une attention aussi bien superflue que charmante. Ils mangèrent et discutèrent, et la conversation se déroula comme le font 3 personnes véritablement à l'aise ensemble, sans arrière-pensée, sans jeu, s'égarant dans des digressions et des rebondissements, à l'image des conversations authentiques. À un moment donné, Nancy regarda Juliana par-dessus la table et lui demanda, sans préambule, « As-tu toujours su que tu étais intelligente? Où a-t-on dû te le dire ?» La question les surprit toutes les 3, y compris Nancy. Juliana la regarda. « Personne ne me l'a dit, » répondit-elle honnêtement. « Longtemps, j'ai cru que le problème venait de moi. » Nancy hocha lentement la tête. Comme quelqu'un qui trouve enfin une information qu'il cherchait au mauvais endroit. « Je crois que je suis intelligente, » dit Nancy avec précaution. « Mais j'attends toujours qu'on me dise que c'est permis. » Le silence régnait à table. Emmanuel regarda sa fille comme s'il revoyait quelque chose qu'il n'avait pas pu distinguer clairement auparavant, étant trop près. Juliana a dit, « Tu n'as pas besoin de permission. Je sais que tu as l'impression que si. Mais ce n'est pas le cas. » Nancy la regarda longuement. « Comment le sais-tu » demanda-t-elle. « Parce que, répondit Juliana, j'ai passé des années à attendre le mien. Et cela ne venait jamais des personnes que j'attendais. Cela venait de moi. Et j'ai failli passer à côté. » Nancy resta silencieuse. Puis elle dit, « Je suis contente que tu ne l'aies pas fait. »« Moi aussi, » dit Juliana. Emmanuel posa sa fourchette. Il regarda Juliana de l'autre côté de la table d'anniversaire. Et elle le regarda. Et la chose qui s'était construite silencieusement pendant 6 semaines, à travers les cuisines, les bibliothèques, les couloirs et les nuits pluvieuses, la chose qu'aucun d'eux n'avait encore nommée car la nommer leur paraissait insurmontable, se trouvait entre eux dans la douce chaleur de l'après-midi, dans la salle à manger, enfin visible. Nancy regarda son père. Elle regarda Juliana. Elle se retourna vers son père. À 18 ans, avec le regard de sa mère et l'intelligence de son père, elle comprit la scène en 4 secondes à peine. Elle reprit sa fourchette et se remit à manger. Mais elle souriait. Un vrai sourire. Pas ces demi-sourires forcés et surpris que Juliana avait soigneusement patiemment récoltés pendant des semaines. Un sourire éclatant. Un vrai. Celui qui transforme complètement le visage. Emmanuel l'a vu. Il a contemplé le sourire franc et authentique de sa fille pour la première fois en 2 ans, et l'expression qui a traversé son visage était indescriptible. Certains moments sont au-delà des mots. C'était l'un d'eux. Il lui a demandé de rester ce soir-là. Pas comme ça. Rien de dramatique. Il a simplement dit, alors que Nancy montait à l'étage, repue de riz et comblée par son anniversaire. « Il faut que je te dise quelque chose et je veux bien faire les choses, alors s'il te plaît, ne pars pas encore. » Elle est restée. Ils s'assirent de nouveau dans la bibliothèque. Le fauteuil de lecture. La couverture pliée. Les lampes dorées. Et Emmanuel Cole, qui avait bâti une entreprise présente dans 14 pays, qui avait siégé à des tables de négociation face à des gens qui avaient tenté de le rabaisser, qui avait enterré sa femme, tenu sa fille dans ses bras et fait tourner l'entreprise tout en se repliant peu à peu sur lui-même. Cet homme était assis dans son fauteuil, regardait Juliana et lui dit, avec la plus simple et la plus sincère des honnêtetés qu'elle ait jamais entendues. « Je ne t'attendais pas. » Elle ne dit rien. Elle le laissa parler. J'ai accepté ces présentations parce que mon avocat disait que c'était pratique et parce que je ne savais plus comment aider Nancy par moi-même. Je ne cherchais rien. J'avais mûrement réfléchi et décidé que je ne cherchais plus rien. Il marqua une pause. Et puis vous avez franchi mon portail et m'avez dit la vérité avant même que je vous ai proposé de vous asseoir. Et quelque chose en moi, quelque chose que j'avais enfoui très profondément, s'est réveillé. Et je me suis battue contre ça pendant 6 semaines parce que je ne pensais pas avoir le droit de ressentir ça à nouveau. Parce qu'aimer quelqu'un et le perdre est la pire leçon qui soit sur le caractère définitif d'une perte.
La poitrine de Juliana était insupportablement pleine. « Mais je dois le dire, a-t-il dit. Parce que vous méritez de l'entendre dit clairement. Pas sous-entendu. Non suggéré, dit-il. Il la regarda fixement. Je t'aime, Juliana. Pas parce que tu es là. Pas parce que Nancy a besoin de toi. Non pas parce que tu as transformé cette maison en un foyer plutôt qu'en un souvenir. Sa voix était basse, assurée et sincère. À cause de toi, précisément. Exactement toi. Celui que ta famille a envoyé ici pour plaisanter. Toi là. C'est elle que j'aime. Le silence qui suivit ces mots fut le plus fort que Juliana ait jamais entendu. Elle resta assise, imprégnée de ce silence. Elle les sentit s'abattre sur chaque recoin d'elle-même qu'on lui avait dicté. Trop simple, trop silencieux, trop invisible, trop maternel, pas assez conforme à l'idéal féminin que le monde lui imposait. Elle les sentit s'abattre. Et elle sentit quelque chose se produire dans sa poitrine, quelque chose qu'elle réprimait depuis 6 semaines, car elle savait que si elle laissait faire, tout basculerait, et le changement était terrifiant quand on avait déjà tant perdu. Elle cessa de se crisper. Elle laissa faire. Et ce fut comme se tenir au soleil pour la première fois après un hiver qui avait duré 26 ans. Elle a dit, « J'avais peur de revenir ce premier mardi. Une fois le portail refermé derrière moi, j'étais terrifiée. Je savais que si je revenais, quelque chose se déclencherait que je ne pourrais pas arrêter. » Emmanuel la regardait. « Et j'avais peur, dit-elle, car il n'y a rien de pire que d'être choisi puis de perdre cette chance. Je sais ce que c'est que de perdre. » Le visage de ma mère à la fin. Son regard, comme si elle regrettait de partir. Moi, je ne sais pas, j'ai du mal à laisser entrer les gens dans ma vie, car ceux à qui j'ai fait confiance sont partis. Sa voix restait posée, mais ses yeux brillaient. Mais, dit-elle, j'ai plus peur de me tenir au bord de quelque chose de réel et de m'en éloigner parce que j'ai eu trop peur de faire le premier pas. Elle le regarda. Ma mère a attendu toute sa vie que quelqu'un la remarque, disait-elle. Elle est morte en attendant. Je ne ferai pas la même chose. Elle prit une inspiration. Moi aussi, je t'aime, dit-elle. Je t'aime depuis l'instant où tu t'es assis sur ce banc et que tu m'as dit la vérité sur toi. Je crois vous avoir reconnu. Je crois que vous ressentez la même solitude que moi. Et je crois que ni l'un ni l'autre n'avons plus à l'être. Emmanuel resta immobile un long moment. Puis il traversa la bibliothèque en 3 pas et prit son visage entre ses mains. Comme on tient quelque chose qui, enfin, est arrivé après avoir perdu tout espoir, avec un mélange d'incrédulité et de certitude absolue. Il pressa son front contre le sien. Ils restèrent ainsi, respirant le même air, dans la bibliothèque, avec la couverture pliée entre les chaises, avec la 2e tasse à café sur l'étagère, avec les photos accrochées au mur du couloir, le fauteuil de lecture que personne n'avait déplacé, et toute la minutie qui structurait un deuil non pas apaisé, mais porté, pour la première fois, par plusieurs personnes. Il l'embrassa. Doux. Sans hâte. Sûr. Et la maison-musée, à cet instant précis, redevint un foyer. Ils se marièrent 4 mois plus tard. C'était exactement le mariage dont ils avaient toujours rêvé. Petit. Privé. Pas de caméra. Pas de presse. Pas de spectacle. Le jardin du domaine un samedi matin, les roses en pleine floraison, le ciel d'une clarté particulière qui donne l'impression que le monde a été purifié du jour au lendemain. Rose a pleuré dès le début et ne s'en est jamais excusée. Nancy se tenait près de Juliana. Elle avait demandé à être à ses côtés. 3 semaines avant le mariage, elle avait demandé doucement, trouvant Juliana dans la cuisine, debout sur le seuil de la porte comme elle avait l'habitude de le faire, prudente, hésitante. « Puis-je être à tes côtés ? Quand ça arrivera ? Je veux être à tes côtés. » Juliana s'était détournée du comptoir et avait regardé cette jeune fille. Cette fille brillante, apaisante, vêtue d'une chemise jaune, au sourire radieux, qui avait posé sa tête sur l'épaule d'une inconnue par une nuit pluvieuse et bouleversé le cours de 3 vies. « Il n'y a pas d'endroit où je préférerais être avec toi, » dit Juliana. Nancy se tint donc à ses côtés. Emmanuel attendait au bout de l'allée du jardin. Il la regarda s'avancer vers lui, le visage baigné par la lumière du matin, des roses à ses côtés. Rien ne trahissait sa beauté. Elle était simplement elle-même, dans une robe simple, sans prétention ni extravagance, d'une perfection absolue. Son expression était celle d'un homme qui reçoit enfin ce qu'il croyait ne plus mériter. Elle arriva à sa hauteur. Il prit sa main. « Salut », dit-il doucement, s'adressant uniquement à elle. « Salut », répondit-elle. Nancy, debout à côté d'eux, laissa échapper un petit son, entre le rire et le sanglot,
La plus belle chose qu'ils aient jamais entendue. La famille l'a appris par une connaissance qui connaissait quelqu'un ayant assisté à un événement où un associé d'Emmanuel Cole avait évoqué son récent mariage. Gloria l'a appris un mardi. Elle s'est assise en l'apprenant. Elle s'assit enfin, chose que Gloria ne faisait presque jamais dans les moments de crise, car s'asseoir lui donnait l'impression d'abandonner. Elle repensa à la fille qu'elle avait envoyée pour plaisanter. La fille qu'elle avait regardée chaque jour pendant des années sans jamais la voir. La fille qui avait cuisiné, fait le ménage, géré la situation, aidé les autres, sans rien demander d'autre qu'un être humain, et à qui même cela avait été refusé. Elle repensa à tout ce qu'elle avait manqué. Ni l'argent, ni le statut. Ces pensées m'ont aussi traversé l'esprit, mais elles n'étaient pas les premières. La première pensée était plus complexe et plus sincère. Elle réfléchissait à ce que cela signifiait d'avoir vécu 7 ans avec une personne extraordinaire sans s'en apercevoir, trop absorbée par sa propre vie. Elle n'appela pas Juliana immédiatement. Elle s'est d'abord longuement attardée sur ce qu'elle avait fait. Elisabeth, elle, ne s'est pas attardée sur quoi que ce soit. Elle a traversé chaque étape de la réaction dans un enchaînement rapide et brutal. Incrédulité, fureur, calcul amer, puis le désespoir profond et particulier de celle qui réalise que toutes ses stratégies ont été erronées et qu'elle ne sait plus comment souhaiter les choses autrement. Elle n'a pas appelé Juliana. Cela aurait trop ressemblé à des excuses. C'est Diana qui a appelé. Diana a appelé un mercredi soir et quand Juliana a répondu, Diana a dit « Je voulais juste te féliciter. Je le pense vraiment. Je le pense sincèrement, du plus profond de mon cœur. » Juliana était assise dans le jardin de sa nouvelle maison, sa maison, elle apprenait encore à s'approprier ce mot, tandis que la lumière du soir caressait les roses, que la voix de son mari résonnait quelque part dans la maison et que sa fille, qui n'était pas légalement sa fille, l'était pleinement à l'étage, l'écoutait. Elle écoutait la voix de Diana. « Merci, Diana, dit-elle. Es-tu heureuse ?» demanda Diana. Et la question était franche et sincère, celle de quelqu'un qui la posait parce qu'il avait vraiment besoin de savoir, parce que cela comptait pour lui. « Oui, » répondit simplement Juliana. Un silence s'installa au bout du fil. « Bien, » dit Diana. Sa voix se brisa légèrement sur ce mot, et elle se reprit aussitôt. « Bien. Tu devrais l'être. Tu aurais toujours dû l'être. » Juliana regarda les roses. « Diana, » dit-elle. « Tu peux venir dîner un de ces jours. Si tu veux. Juste toi. Pas en tant que quoi que ce soit d'autre. Juste comme quelqu'un avec qui j'ai grandi. » Le silence à l'autre bout du fil dura longtemps. « J'aimerais bien, » dit Diana à voix basse. Gloria arriva 6 semaines plus tard. Elle a appelé la première. Elle a demandé si elle pouvait venir. Elle n'a formulé aucune exigence. Elle n'a pas fait de spectacle. Elle a simplement demandé, d'une voix qui trahissait une douleur si profonde qu'elle en avait été transformée, si elle pouvait venir. Juliana a dit oui. Gloria arriva au portail un jeudi après-midi. Le même portail que Juliana avait franchi 4 mois plus tôt, vêtue d'une simple robe bleue, envoyée pour plaisanter, portant le visage de sa mère et sa propre dignité invisible. Juliana l'accueillit à la porte. Elles se regardèrent. Gloria paraissait plus âgée. Pas physiquement, elle était toujours impeccablement soignée, toujours Gloria. Mais quelque chose avait changé au sein de la performance. Il y avait désormais des fissures. De vraies fissures. « Je ne sais pas comment faire, » dit Gloria. « Première chose. Sans préambule. »« Je sais, » dit Juliana. « J'avais tort, » dit Gloria. Ces mots lui avaient paru lourds de conséquences. « À propos de toi. À propos de tout ce que j'ai pensé de toi. Je me suis trompée pendant des années et je n'ai aucune excuse. J'ai des raisons mesquines, égoïstes, humaines, mais ce ne sont pas des excuses. » Juliana regarda cette femme qui avait réduit son enfance à néant, qui avait regardé la fille de la première femme de son père et avait décidé que l'invisibilité était la catégorie qui lui convenait. Elle la regarda longuement. « Je ne vais pas te dire que tout va bien, » dit Juliana. Ça n'allait pas bien. Gloria acquiesça. « Je sais. Mais, » dit Juliana, « ma mère m'a élevée en m'apprenant à aller vers les autres plutôt qu'à m'en éloigner. Elle a dit que la seule chose pire que d'être blessée, c'est de devenir le genre de personne qui érige des murs pour que plus rien ne puisse vous atteindre. Parce que rien d'autre ne peut pénétrer non plus. » Elle a reculé de la porte. « Entrez, » dit-elle. « C'est parti. » Gloria franchit la porte. Ce n'était pas une réconciliation. Pas exactement. Pas encore.
C'était quelque chose de plus modeste et de plus authentique. Un commencement. Un commencement timide, fragile, sincère, le seul qui mène véritablement quelque part d'intéressant. Emmanuel trouva Juliana ce soir-là dans le jardin, après le départ de Gloria. Elle se tenait près des rosiers, dans la pénombre naissante, les bras croisés sur la poitrine, le regard tourné vers le ciel, comme on lève les yeux au ciel lorsqu'on parle à quelqu'un qui n'est plus là, nulle part où l'on puisse le situer sur une carte, mais qui est pourtant, d'une certaine manière, pleinement présent. Il se tint à ses côtés. Il ne lui demanda pas à quoi elle pensait. Il resta là, l'épaule contre la sienne, les yeux rivés sur le même ciel. Au bout d'un moment, elle dit qu'elle aurait adoré ce jardin. Il savait de qui elle parlait. « Parlez-moi d'elle, dit-il. Encore une fois. Dis-moi quelque chose que je n'ai pas encore entendu. » Juliana sourit. C'était un sourire doux, intime et poignant. Elle chantait quand elle pensait que personne ne l'écoutait, disait-elle. Mal. Très mal. Elle chantait faux. Pourtant, elle chantait comme si c'était la chose la plus importante qu'elle faisait. Comme si le chant en lui-même était l'essentiel, et non le son. Emmanuel se tourna pour observer son profil dans l'obscurité. « Elle a la même voix que toi, dit-il. » Juliana se tourna vers lui. « Chanter mal. Faire les choses comme si c'était le but ultime, a-t-il dit. Pas le résultat. L'acte en lui-même. Ta façon de cuisiner. Ta façon de t'asseoir avec Nancy. Ta façon d'entrer chez moi sans plan précis. Simplement toi-même. Complètement toi-même, sans aucune stratégie. » Il tendit la main et prit la sienne. « Elle vit en toi, tu sais. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais je la connais à travers toi. Elle est pleinement présente en toi. » Le ciel était rempli d'étoiles. Juliana lui prit la main. « Je sais, dit-elle. » Et pour la première fois, en pensant à sa mère, elle ne ressentait pas seulement de la douleur. C'était aussi comme de la compagnie. Nancy a reçu sa première lettre d'admission à l'université un jeudi matin. Elle est descendue à 7 heures, avant que quiconque ne soit levé, avant même l'arrivée de Rose, et elle a trouvé Juliana dans la cuisine, les mains crispées sur une tasse de café, encore à moitié endormie, encore en pyjama, dans cet état matinal peu digne dont Juliana n'avait plus honte. Nancy se tenait sur le seuil de la cuisine. Son visage tout entier était l'expression même de la lettre. Juliana la regarda. Elle regarda le papier que Nancy tenait à la main. Elle posa le café. « Viens ici, dit-elle. » Nancy traversa la cuisine et Juliana prit la lettre et la lut. Lorsqu'elle releva les yeux, Nancy la regardait avec une expression si crue, si pleine d'espoir et si terrifiée que Juliana en eut mal au cœur, tant elle aimait cette fille. « Eh bien, dit Juliana. Évidemment. » Évidemment ? Nancy, tu croyais vraiment qu'ils allaient dire non ? Non, je ne le pensais pas. Je me doutais bien qu'ils pourraient refuser. Alors tu n'as pas suivi, dit Juliana. Tu es l'une des personnes les plus intelligentes que j'ai jamais rencontrées. Même ton père y compris. Ne lui dis pas que j'ai dit ça. Nancy rit. Ce rire franc et sincère. Celui qui avait jailli pour la première fois un après-midi d'anniversaire, devant un riz mal assaisonné, et qui ne l'avait plus quitté depuis. Elle a enlacé Juliana. Sans prévenir. Sans ménagement. Des bras, soudains et intenses, enlacèrent le cou de Juliana comme une fille serre sa mère dans ses bras lorsqu'un événement merveilleux se produit et que la personne à qui elle doit le raconter est là, à ses côtés. Juliana la serra fort contre elle. Réel. Les deux bras. Elle ferma les yeux. Elle sentit quelque chose s'achever en elle, un long circuit ouvert se refermer enfin, un courant circuler enfin librement. Elle enfouit son visage dans les cheveux de Nancy. « Je suis si fière de toi, dit-elle. Je suis tellement fière de toi. » « Ne pleure pas, dit Nancy, déjà en larmes. « Je ne pleure pas, répondit Juliana, en pleurant. » Emmanuel apparut 3 minutes plus tard sur le seuil de la cuisine, attiré par les bruits, encore vêtu de sa chemise de la veille, les cheveux en désordre. Son regard oscillait entre sa fille et sa femme, enlacée au milieu de la cuisine, qui ne pleurait pas. Il resta planté là, sur le seuil. Il les regarda. Sa famille. Toute sa famille, improbable, et pourtant si réelle. Il posa la main sur le chambranle de la porte. Pendant 2 ans, il était resté planté sur le seuil de cette maison, guettant le moindre signe de vie, sans trouver que le silence. Il n'était plus sur le seuil. Il traversa la cuisine et les prit tous deux dans ses bras. Nancy laissa échapper un petit gémissement de protestation, puis se laissa aller contre lui. Juliana enfouit son visage dans sa poitrine.
Et tous trois restèrent là, dans la cuisine, au petit matin, en pyjama, sans pleurer, tandis que le café refroidissait, que le soleil se levait à travers la fenêtre et que le monde entier, immense, poursuivait son cours dehors, indifférent comme toujours. Dans cette cuisine, rien n'était indifférent. Dans cette cuisine, tout comptait. Il y a une photo. Personne de célèbre ne l'a prise. Personne ne l'avait prévue. C'est Rose qui l'a prise, en fait, avec son téléphone, un mardi matin en entrant dans le jardin et en les trouvant là. Un manuel en train de lire, Juliana les mains dans la terre du jardin parce qu'elle avait décidé de planter quelque chose et que personne ne s'y était opposé. Nancy sur l'herbe à proximité avec son ordinateur portable, ses écouteurs et son t-shirt jaune. 3 personnes. Un jardin. La lumière du matin. Pas de spectacle. Pas de mise en scène. Personne ne regarde la caméra. Rose prit la photo et l'envoya à Juliana plus tard dans la journée, accompagnée d'un simple message. Voilà à quoi ça ressemble. Juliana contempla longuement la photographie. Elle pensa à cette femme qui, trop épuisée pour bouger, s'asseyait au bord de son lit, qui chantait faux quand elle pensait que personne ne l'écoutait, qui allait vers les autres au lieu de s'en éloigner et qui avait appris à sa fille à faire de même. Elle pensa à cette jeune fille restée 26 ans sur le seuil d'une porte, attendant qu'on la remarque. Elle pensa à une porte qui s'ouvrait. Elle envoya la photo à Diana, sans message, car certaines choses se passent d'explication. Elle l'a enregistrée comme fond d'écran de son téléphone. Elle a rangé son téléphone. Puis elle est retournée au jardin, ses mains ont replongé dans la terre, et autour d'elle, les roses continuaient leur course, sans rien demander, sans attendre d'être remarquées, poussant, devenant, étant pleinement et sans complexe ce qu'elles étaient destinées à être. J'espère que vous avez autant apprécié la vidéo que j'ai aimé la créer. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Dites-moi en commentaire d'où vous la regardez. Merci, et à bientôt dans la prochaine vidéo.